Bonjour, c'est Guillaume de Goulet, on est vendredi, c'est donc le jour de l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Et aujourd'hui on va surtout parler des étoiles, celles qui brillent au firmament de la NBA et qui participeront le 17 février prochain à Charlotte au prestigieux All-Star Game. Cette nuit, la NBA a officialisé la liste des deux starting five, des deux 5 titulaires, autour des deux capitaines, LeBron James, qui a récolté plus de 4,5 millions de voix, et Giannis Antetokounmpo, plus de 4,4. À l'ouest, autour du King, que des extérieurs. Il y aura Stephen Curry, James Harden, Paul George et Kevin Durant, tandis qu'à l'est, pour épauler The Greek Freak, on aura une équipe beaucoup plus équilibrée, avec Kyrie Irving, Kemba Walker, Kawhi Leonard et Joel Embiid. Le 31 janvier, donc à la fin du mois, dans quelques jours, les coachs éliront les remplaçants qui seront ensuite draftés le 7 février. Enfin, draftés, choisis en fait par les deux capitaines qui pourront prendre tel ou tel joueur, quelle que soit leur conférence d'origine. Avec ce changement de format, insufflé par la NBA il y a 2 ans, je crois, la Ligue... Non, il n'y a pas 2 ans, me dit Yann ? L'année dernière. L'année dernière, oui, ça va faire 2 ans, c'est pour la 2e année, c'est bien ce que je dis. Ouais, 1, 2, d'accord, ok, c'est bon, je suis encore compté. Merci Yann. Merci, ça fait Yann, 1 an ouais. en fait. Pour la 2e fois, donc, la NBA a réussi à relancer l'intérêt de cette grande messe annuelle, parce qu'évidemment, les choix des capitaines sont commentés, qu'il y a toujours des absences difficiles à justifier, et puis surtout parce qu'au-delà du match et des concours, être ou ne pas être All-Star, ça reste toujours la question. Et des questions justement, messieurs, j'en ai un paquet pour vous. Le casting du jour, Yann Onona, qui va réapprendre à compter avec moi. 1, 2, Yann, bonjour, tu vas bien ? Ça va très bien. 1. Arnaud Lecomte, qui lui sait compter. Bonjour Nono. Bonjour. Et Maxime Mallet, non pas live from New York comme d'habitude, mais cette fois à Daytona, il est parti faire un petit tour aux 24 heures. Salut Max, tu vas bien ? Salut à tous. Ça va. Un peu frisqué pour la Floride, je vous avouerai, mais ça va. Bon ça alors, va, ça va. On va te poser plein de questions depuis Daytona Beach. Et des questions, j'en ai beaucoup. Alors on commence tout de suite. On prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Le 17 février, qui va faire nuit blanche pour suivre l'All-Star Game ? Arnaud, Yann, Max forcément puisque tu seras sur place, mais messieurs. Donc c'est Yann, moi je crois que je ne vais pas faire nuit blanche et ça fait quelques années que je ne fais plus de nuit blanche. Je pense qu'il y a un phénomène de lassitude, puisque le All-Star Game correspond, en tout cas pour moi, comme pas mal de fans de basket à l'origine, à des flashs, des moments un peu... c'est un de nos premiers contacts avec le basket américain, donc c'est les étoiles, c'est les highlights, les dunks, et c'est une des portes d'entrée vers cet univers, et la NBA le sait très bien. C'est pour ça que quand on grandit, on devient un peu cynique, un peu plus pointu sur le jeu développé, et c'est pas la spécialité du All-Star Game. Arnaud, pareil, même cynisme que chez Yann ? C'est pas du cynisme, c'est juste du réalisme et de l'envie qui n'est plus trop là chez moi maintenant que j'ai quand même un peu d'années derrière moi, et j'avoue que les premières années où le All-Star Game était diffusé en France, disponible pour les quelques enragés de basket, j'ai fait quelques nuits blanches dans la fin des années 80, début des années 90, mais depuis, je pense, 1994 pour nos amis belges, je pense que je n'ai probablement pas vu un All-Star de Paris en tout cas, ou de France, de ce côté-ci de l'Atlantique, donc ça fait bien longtemps que ça ne m'intéresse plus. Après je reste évidemment attentif à ce que représente le prestige que représente cette épreuve, et puis je sais, cet événement, et je sais très bien à quel point les jeunes générations, les gens qui s'éveillent un peu au basket, sont fascinés par ce spectacle, parce qu'il est, il y a qu'au basket, en tout cas, il y a que dans le basket américain qu'on peut rester fasciné par toutes ces stars réunies sous le même maillot, ou sous 2 maillots différents, en tout cas le même soir. Voilà, ça reste quelque chose de fascinant, je pense, pour les jeunes aujourd'hui. Max, toi tu seras bien présent à Charlotte, pas du tout blasé, absolument ravi d'être là-bas. C'est un élément, un moment, j'allais dire incontournable de la saison, le All-Star Game, il faut y être. Ouais, le All-Star Game, il faut y être. Après, c'est vrai que c'est une échéance qui est un peu... le temps de disponibilité média des joueurs s'est réduit, par exemple. Il y a de plus en plus de médias, notamment les médias asiatiques. Donc, c'est vrai que c'est pas les conditions les plus agréables pour bosser. Le match n'est pas forcément le plus sympathique de l'année, même si l'an dernier, ça s'est bien amélioré. C'est vrai que
le All-Star Game, en fait, ce qui est important, c'est maintenant, c'est savoir qui y est, qui n'y est pas, et puis maintenant qui va drafter qui, quel joueur va choisir quel joueur sera choisi en dernier. C'est plus en être ou pas qui est important que le week-end en lui-même. C'est une célébration, c'est se retrouver entre soi pour les grands joueurs d'aujourd'hui, les grands joueurs d'hier. Voilà, faire du business, faire plaisir aux fans. C'est vrai que le produit, le match en tant que tel, est pas forcément le plus attendu de l'année. Retrouver les deux capitaines face à face, là, LeBron James et Antetokounmpo de l'autre côté, c'est logique selon toi? C'est les deux stars à l'ouest et à l'est de la NBA aujourd'hui? Oui, c'est tout à fait logique. Giannis Antetokounmpo, il est plus star montante maintenant. Ça y est, on peut dire qu'il est parmi les stars. Les bonnes performances de Milwaukee aussi font que maintenant il y a entre guillemets pas de raison de pas le mettre au sommet. Et LeBron James, c'est la star du basket, hein, la grande star mondiale, le meilleur joueur, le plus grand joueur actuel. Même si en termes de niveau de jeu, il y a des choses qui peuvent se discuter avec Curry, avec Durant, avec Leonard. En termes de notoriété et d'aura, c'est le joueur, c'est la face du basketball dans le monde et aux États-Unis aussi. Et ça, il est à noter d'ailleurs, pour compléter, Max, que en fait, LeBron James est le seul titulaire du All-Star Game dont l'équipe n'est actuellement pas qualifiable en play-off, puisque les Lakers sont 9e. N'est-ce pas, Guillaume ? Franchement, c'est moche ce genre de référence, ça n'a aucun intérêt en plus, je trouve, à titre personnel. Justement, puisque tu fais le malin, Yann, est-ce qu'il n'y a pas des absents? J'ai égrené tout à l'heure la liste des 10 joueurs qu'on connaît qui participeront donc à ce grand route. Il y a quand même des absents de marque, non? Si je te donne Anthony Davis, Russell Westbrook, Luka Doncic, ils n'auraient pas mérité d'être déjà dans les titulaires du All-Star, par exemple? Alors, c'est notamment dû, évidemment, il va y avoir donc les remplaçants qui vont être désignés, donc la plupart de ces absents vont rejoindre les sélections, mais tout ça est dû au nouveau système de vote, et vous observerez qu'il n'y a qu'un seul pivot dans les sélections, Joel Embiid de Philadelphie. Donc voilà, en fait aujourd'hui c'est divisé en arrière, et on choisit 2 arrières, et après 3 joueurs qui sont soit ailiers soit intérieurs, donc ça crée évidemment ça crée un peu ce genre d'incohérence. Maintenant, parmi les absents, Luka Doncic bénéficie d'une hype absolument exceptionnelle. Maintenant, est-ce qu'il méritait d'être titulaire dès sa première saison? Moi, j'ai tendance à penser que non, vu le classement de sa franchise actuelle. Il est à noter que c'est lui qui a reçu le plus de votes des fans derrière LeBron James à l'ouest, c'est-à-dire devant, par exemple, James Harden. Et ce genre de joueurs. Donc il y a quand même quelque chose d'absurde, et il y a quelque chose de différent dans la manière dont le vote. Je suis pas sûr que ce soit absurde, c'est simplement que la sensibilité du public là traduit un petit peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, à travers à la fois l'émergence et l'explosion de Doncic, et puis en même temps les performances, le manque d'enthousiasme absolu que suscitent les performances incroyables de James Harden depuis quelques semaines, quoi. Donc quelque part c'est pas surprenant que le public ait un peu plébiscité Luka Doncic, d'autant que je pense que les fans un peu européens se sont pas mal mobilisés pour que le jeune Slovène ait beaucoup de voix. Donc je suis pas sûr que ce soit si surprenant que ça, finalement. Non, en fait c'est pas surprenant, en fait je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pas surprenant, c'est incohérent par rapport à la réalité de ce qu'est Doncic aujourd'hui, malgré le caractère exceptionnel de ce qu'il réalise. C'est évidemment lié à la lumière qu'il reçoit chaque soir, et au contexte, à son histoire, et avec tout le pouvoir des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Voilà. Il y a aussi cette histoire de match des jeunes, en fait, qui peut aussi empêcher quelqu'un comme Doncic, par exemple, d'être starter sur l'All-Star. C'est peut-être plus simple de le mettre sur ce match-là, entre rookie et sophomore? Non, je pense pas que ce soit un souci, d'autant plus que il va évidemment être dans le match des jeunes du vendredi. Bon, je vois pas je pense pas qu'il y ait incompatibilité réglementaire, en tout cas, à sélectionner un jeune joueur de première ou de deuxième année le vendredi, et puis à le faire jouer, qu'il soit starter ou pas, dans le match du dimanche des étoiles. Non, je pense que le choix est à mon avis bien pondéré, à savoir
voir qu'en effet le public a plutôt voté Doncic et que les médias et les joueurs qui avaient leur mot à dire également pour ces starters, eh bien les médias et les joueurs ont un petit peu rétabli l'équilibre de la balance et au final, eh bien Harden évidemment est dans le sang avec Doncic. Honnêtement, moi je suis le plus grand fan de Doncic qui puisse exister. Il ne méritait pas d'être starter à l'Ouest. En tout cas, on pouvait discuter à l'Est, mais en l'occurrence, il ne joue pas à l'Est. Donc, c'est pas tout à fait anormal qu'il ne soit pas dans le starter. Maxime, Arnaud est en train de parler des votes justement des médias, du public. Il me semble que tu as eu la chance, le bonheur, l'honneur même de voter pour le All-Star. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé ? Et 2, pour qui tu as voté ? C'est possible ça ou pas ? Oui, c'est tout à fait possible. Alors comment ça se passe ? Vers début janvier, vous recevez un email de la part des responsables de la communication de la NBA qui vous demande si vous êtes disponible pour voter et qui vous demande si c'est bien l'adresse email principale à laquelle vous joindre. Donc vous répondez qu'évidemment vous êtes disponible et que c'est bien votre adresse. Et ensuite vous recevez un email de la part de Ernst & Young avec un lien juste qui est personnel et sur lequel vous allez voter. Vous avez l'intégralité des joueurs, vous pouvez les rechercher, vous sélectionnez. C'est un petit site qui est dédié à ça. Vous sélectionnez, vous votez et puis vous recevez un vote, un email qui vous dit voilà, on a bien enregistré votre vote avec ceci et cela. Mon choix il est tout simple, c'est les 10 qui ont été sélectionnés. Donc voilà. C'est original. Bravo. Oui, mais en même temps, on va pas mettre. On met les meilleurs si c'est les meilleurs. Il y a pas de. T'as pas voté Rudy Gobert donc. Non, parce que il mérite d'être All-Star, mais après starter, on vote que pour 5 starters. Si on votait pour les 12 All-Stars, il y aurait été haut la main. C'est les James. Par contre, je voulais signaler un truc. Il a reçu 2 fois plus de votes qu'il y a d'habitants en Slovénie. C'est LeBron James qui t'avait appelé pour te demander de voter ou quoi ? Il choisit lui aussi les médias comme il va faire avec les remplaçants de son équipe. Il m'a dit j'ai besoin de toute l'aide possible, j'ai été absent un moment donc il faut voter. Non, je sais pas pourquoi ça s'est fait cette année. C'est une première, je pense, Max. Que j'ai été contacté. Ouais. C'est de mémoire, c'était jamais arrivé, je pense, dans le passé. Jamais les médias internationaux avaient été sollicités pour voter sur le. Si, j'avais regardé l'an dernier, il y avait 7-8 médias internationaux et là il y a la liste. Je suis en train de parcourir la liste. Je vois qu'il y a des gens de beIN Sport. Voilà, donc il y a. Mais bon, écoutez, je me rapproche. J'ai déjà eu une chambre d'hôtel à côté de Adrian Wojnarowski lors des finales. Donc, maintenant, je vote pour le All-Star. J'ai l'impression de me rapprocher du sommet, quoi. T'en es plus très loin, effectivement. Gobert, lui non plus, il en est plus très loin. Est-ce que c'est Yann, ça peut être la bonne année pour Rudy Gobert, enfin All-Star, meilleur défenseur de la NBA et All-Star c'est dans les cordes. Ça me paraît, pour moi, ça paraît évident. Alors le problème, c'est qu'on voit ça de France et que Rudy Gobert est français. On nous dira toujours que qu'on veut le favoriser ou le pousser, mais ça me paraît évident dans la remontée spectaculaire d'Utah qui était quand même en difficulté en début de saison et la remontée en flèche de Utah qui est actuellement, je crois, 6e est directement liée à l'abattage de Rudy Gobert. Ils ont retrouvé leur niaque, leur arme défensive qu'on avait vu en deuxième partie de saison dernière. Rudy Gobert est la raison numéro 1. La deuxième raison, c'est que Donovan Mitchell est redevenu injouable au tir, mais je pense que le premier facteur, c'est vraiment ce qu'apporte Rudy en termes de dissuasion par rapport à l'adversaire. C'est la pierre angulaire de cette équipe. Et il faut ajouter que l'année dernière, sa voie était barrée il y a 2 ans, par Gordon Hayward, qui avait été sélectionné alors que son nom était dans la discussion. En tout cas, il fait causer Max aux États-Unis. On se souvient de l'an dernier, c'était Team LeBron contre Team Curry. Savoir qui allait choisir qui, ça avait fait pas mal couler d'encre, notamment sur le choix de LeBron. Oui, en fait, ça avait fait couler de l'encre parce qu'ils avaient gardé ça secret, ils avaient fait ça à l'abri des regards et donc forcément, ça va intéresser les gens, savoir qui avait été pris en premier. Ça avait été Kevin Durant, qui avait été pris en dernier. Surtout, voilà, c'est la petite pique. Ouais, voilà. Alors la NHL avait fait ça. Ils avaient
pour mettre un peu de pimenter un peu le joueur qui serait pris en dernier, ne pas forcément en faire seulement un truc un peu triste. Ils avaient offert une voiture au joueur qui était drafté en tout dernier. Alexander Ovechkin, qui est un des meilleurs joueurs de la ligue, avait préparé un petit panneau, prenez-moi en dernier parce que je voudrais la voiture. Donc là, il n'y a pas de petit dispositif prévu pour l'instant comme ça. Mais ce sera en direct à la télé, par contre, là, si j'ai bien compris. Sur TNT, c'est ça. Ce sera diffusé. Je sais pas si ce sera en direct, mais ce sera diffusé en tout cas. C'est sur TNT qui diffuse le All-Star Game et qui est la chaîne sur laquelle il y a toutes les annonces. Ils vont faire ça à la télévision, diffusé, donc on saura qui a pris qui, à quel niveau. Et pour vous confirmer, c'est les entraîneurs qui désignent les 7 remplaçants dans chaque conférence. Et ensuite, les 2 capitaines piochent dans les 22 autres joueurs pour composer leur équipe. D'accord. 22 autres joueurs. Oui, ils sont 24 avec les capitaines. 12 et 12 voilà. À la fin, au final. D'accord. Mais les starters, qu'est-ce qu'ils deviennent là ? Les starters font partie du pool, c'est la même chose. Ils font partie du pool. Chaque capitaine choisit 4 starters et 7 remplaçants. D'accord. Ils seront starters, mais pas forcément ensemble. Oui, ils seront starters. Oui. Voilà, mais... D'accord. Mais ils peuvent être disséminés dans les 2 équipes, les starters ouest et les starters est, ça. On est d'accord. Oui. Ok, j'ai compris. Mais bon. Très franchement, c'est quand même pas extrêmement clair et net, quoi, ce système, je trouve. Bon, bah tu pourrais écrire à la NBA pour demander ce qui clarifie la saison prochaine. Je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui sont en pleine confusion là-dessus. On a pu le constater ici et là. Yann, il me semble, tu me disais tout à l'heure que tu avais eu des remarques de gens qui comprenaient pas forcément très bien ce nouveau système. Ouais. Oui, ils pensent encore que c'est l'Est contre l'Ouest, ou quand on a désigné les starters, ils pensent que les 2 équipes vont s'affronter alors qu'il va y avoir un processus de sélection. Moi, je pense surtout que ça peut affecter en termes d'histoire, si vous voulez, dans quelques années. Est-ce qu'on va vraiment réussir à se souvenir qui était dans l'équipe de Stephen Curry, de LeBron James, de Giannis Antetokounmpo? Donc les matchs vont devenir un peu abstraits, alors que moi, je sais pas, j'ai l'impression de garder quelques souvenirs plus antiques de matchs de performance où c'était quand même identifié. Voilà. Ah justement, puisque tu poses cette question-là, Yann, est-ce que pour vous, être All-Star, c'est toujours un honneur? Est-ce que c'est toujours une vraie distinction? Est-ce qu'il vaut mieux, pour poser la question autrement, ne pas être All-Star mais gagner des titres NBA? Ou est-ce qu'il vaut mieux enchaîner les nominations All-Star et ne pas avoir de titres comme certains? Alors la question ne se pose pas tout à fait comme ça aux États-Unis. Je pense que d'abord il y a un caractère très très pragmatique. Être All-Star, ça fait partie du CV d'un joueur. Ça donne un statut, et un statut, ça signifie de l'argent, du salaire. Et dans les contrats, en général, les joueurs qui signent des gros contrats ont toujours une clause avec des bonus qui sont liés à d'éventuelles sélections All-Star Game. Je suis à peu près sûr que c'est le cas, par exemple, de Rudy Gobert, mais c'est probablement le cas de l'ensemble des joueurs NBA. Donc tout ça est lié encore à une guerre de chiffres, d'argent. Tout ça est lié, évidemment. Un joueur dira toujours qu'il veut des bagues de champion, mais le statut All-Star, ça représente quelque chose. Je pense qu'on est reconnu par ses pairs, que ça a une valeur. Ça a une valeur plus que symbolique. Arnaud, est-ce que tu connais le joueur qui a disputé le plus d'All-Star, 14, mais qui a 0 titre NBA, et pourtant qui fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire? C'est la question quiz du jour. Ça doit être Karl Malone, j'imagine. Exactement. Oui. Après, pendant un certain, moi je trouve qu'en effet la nouvelle formule va peut-être un peu dévaluer ce statut. On verra avec le temps. C'est encore trop récent, trop frais pour tirer des conclusions. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, c'était le match qui faisait presque davantage rêver qu'une finale, en fait, parce que en effet, on avait réuni sur le même terrain le même jour les 24 pour les 24 meilleurs joueurs du monde face à face. Donc le match était peut-être encore plus événementiel à une certaine époque parce qu'il était plus confidentiel et donc à l'international on avait tendance à un petit peu le porter vraiment au firmament, on va dire, de ce qu'on peut voir dans une saison de sport, dans une année de sport. C'était un truc vraiment à part et puis encore une fois unique quasiment à la NBA, même si évidemment les grands sports américains font pareil, mais en Europe notre culture à nous elle n'est pas du tout All-Star et
on se demandait même ce que voulait dire All-Star. Moi, je me souviens à mes débuts à l'équipe, on se demandait s'il fallait pas traduire All-Star par toute étoile. Donc c'était un peu ridicule, bien sûr, mais c'était des questions d'époque qui sont assez symptomatiques, quoi. Et du coup, voilà, on a fait quand même du statut All-Star à une certaine époque un truc peut-être plus fort qu'une finale, une participation à une finale, etc. Je pense qu'avec le temps, ces choses-là se sont un petit peu diluées, que le statut All-Star est peut-être un peu moins prestigieux que dans les années 80-90. Voilà, je pense qu'évidemment, dans une carrière de joueur, le plus important, c'est de gagner des titres. Bien sûr, je pense que tous les joueurs vous le diront, vous le confirmeront, quoi. Il vaut mieux être Robert Horry que Karl Malone, pour résumer. Là, c'est deux exemples un peu extrêmes, donc voilà, évidemment, c'est entre les deux la vérité. Mais oui, Robert Horry est peut-être le joueur le plus titré, le moins connu, et Karl Malone est le joueur le plus connu qui n'a jamais été titré. Donc la vérité, elle est un peu entre les deux. Mais je pense qu'en effet, Karl Malone donnerait beaucoup de sélections All-Star pour une bague NBA, bien sûr. Max, le All-Star, c'est pas seulement le match, c'est pas seulement le statut, c'est aussi, on en parlait dans un podcast précédent, c'est aussi les concours, ces fameux concours de dunk qu'on fait la légende un petit peu de ce rendez-vous, les fameux concours à 3 points aussi. Ça, c'est un petit peu disparu, j'ai l'impression, aujourd'hui dans l'ensemble du week-end. Ça dépend des années. Par exemple, en 2016, c'était il y a 3 ans seulement, le concours de dunk a été le clou du week-end. C'était vraiment le moment le plus fort avec, on se souvient, Zach LaVine et Aaron Gordon qui ont fait un concours complètement fou. Donc voilà, après le concours à 3 points aussi était pas mal quand même, surtout avec les shooters à 3 points qu'on a aujourd'hui. Donc pas forcément, ça reste un moment important du week-end. Après voilà, comme je le disais, pour moi l'aspect important aujourd'hui du All-Star, c'est en être ou pas, c'est tout ce qui se passe en amont du All-Star qui est un peu plus intéressant que le week-end en lui-même. Est-ce que cette évolution de format, Arnaud, pour faire un tout petit pas d'écart vers la France, cette évolution de format de la NBA, elle peut inspirer d'une manière ou d'une autre le All-Star français? On a vu que le match en décembre dernier était extrêmement mollasson, il y avait zéro intensité, ça a généré beaucoup de questions. Alors la salle était pleine, Bercy était plein comme d'habitude, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des choses dont on peut s'inspirer ou est-ce qu'il faut imaginer totalement autre chose? Il y a effectivement un vrai problème qui se pose après le All-Star de cette année en France, lié au fait que le match était absolument sans intérêt, parce que les joueurs n'ont pas du tout, ne serait-ce que fait semblant de défendre un peu. Et voilà, donc tout le monde est sorti frustré. Il y a des interrogations aujourd'hui à la tête de l'organisation du All-Star Game français, de savoir ce qu'il faut faire pour... donc ils observent beaucoup, ils écoutent beaucoup en ce moment pour savoir s'il faut changer la formule. Voilà, alors est-ce que l'exemple NBA est transposable? Je pense pas, parce que c'est l'idée d'un capitaine, en effet, qui sélectionne un peu ses coéquipiers, peut faire penser qu'il y aura peut-être un peu de compétitivité, de rivalité entre les deux capitaines, entre les deux équipes choisies par le capitaine. C'est pas idiot de penser ça, sauf que le format français, c'est les meilleurs Français du championnat contre les meilleurs étrangers, et les meilleurs étrangers, tous les ans, ils changent. Donc je ne sais pas si le capitaine de l'équipe étrangère, il a des copains dans la sélection et qu'il peut faire une équipe de copains, quoi. Alors il peut sélectionner ses potes, ouais, mais en même temps, est-ce que cette idée de rivalité, etc., est-ce qu'elle va vraiment surgir? Je suis pas convaincu. La rivalité, Max, c'est un des éléments forts du All-Star Game. On se souvient des anciens, les duels Ouest-Est, Magic contre Jordan, par exemple. Aujourd'hui, cette rivalité, du fait que les joueurs changent beaucoup de franchise, en tout cas beaucoup plus qu'il y a quelques années, elle est un petit peu estompée quand même, non? C'est presque devenu anecdotique. Elle est très estompée, même. Ben c'est pour ça que d'ailleurs qu'ils ont créé ce format, c'est pour essayer de relancer quelque chose où il y a un peu des rivalités peut-être, mais un peu plus de quelque chose d'humain. Voilà, l'an dernier on a eu LeBron James qui a pris Kevin Durant et donc il a aligné face aux 3 autres joueurs de Golden State, qui avait aussi pris Westbrook dans son équipe, donc il a mis Westbrook avec Durant. Donc c'est des choses comme ça maintenant qu'on regarde. Par exemple Antetokounmpo, d'ailleurs au passage je pense que ça crée un problème, parce que l'an dernier, Team Curry, Team James, c'était facile à écrire sur les synthés. Team Antetokounmpo, ça va prendre la moitié de
l'écran, donc ce sera peut-être un des problèmes. Team Antetokounmpo, voilà. Donc Antetokounmpo a annoncé qu'il voulait réunir Westbrook et Embiid pour que voilà, on sait qu'ils se sont accrochés récemment, pour que les deux fassent la paix et deviennent amis. Donc voilà, ça remet un peu cet aspect de relation entre joueurs au centre du jeu, quelque chose qui avait un peu disparu parce que maintenant les joueurs, les Américains jouent ensemble avec Team USA, sont très régulièrement ensemble, les stages de Team USA tous les ans, les JO, les championnats du monde, et on a vu qu'à l'intersaison aussi il y a énormément de groupes qui se créent à Los Angeles, à New York, à Chicago, où des joueurs de différentes équipes se retrouvent et donc sympathisent, et c'est vrai que ça atténue un peu cette rivalité. C'est quelque chose qu'Antetokounmpo par contre a dit qu'il lui voulait pas s'entraîner ou aussi peu que possible avec d'autres joueurs à l'intersaison, justement pour garder un petit peu cette niaque contre les adversaires et pas être trop pote avec eux. Yann, est-ce que c'est aussi un moment où les joueurs, par exemple, en utilisant ce nouveau format, peuvent nouer des alliances, peut-être se dire bon, on se retrouve l'an prochain dans la même équipe, c'est un moment où justement on peut échanger comme ça, ça peut faire partie de... En tout cas, ça l'a été, puisque c'était pendant longtemps un grand lieu de tractation et de transfert, puisqu'il y a quelques années encore, la date des transferts était fixée juste après le All-Star Game, ce qui avait permis, par exemple, vous vous en souvenez peut-être, de transférer Dikembe Mutombo à Philadelphie, et ils ont joué la finale dans la foulée contre les Los Angeles Lakers. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, puisque la deadline, la fin du marché des transferts est fixée au 7 février. Néanmoins, évidemment, c'est un haut lieu de la fête, puisque chaque joueur qui est All-Star, pendant le week-end du All-Star, en général, organise une soirée ou assiste à des soirées ou prête son nom et fait des apparitions dans des soirées. Donc il y a beaucoup d'événements parallèles qui peuvent contribuer à expliquer la relative nonchalance des joueurs sur le terrain le dimanche soir, n'est-ce pas ? Voilà, donc effectivement, il y a beaucoup d'autres choses que le basket au All-Star Game. C'est des événements parallèles. Interlope. D'accord. Et à Charlotte, on peut faire la fête alors? Tu nous confirmes ça, Yann? J'ai jamais mis les pieds à Charlotte, ouais. Non, je ne peux pas vous confirmer ou infirmer. Bon, bah pour Par la fête... contre, ce qu'on peut signaler, c'est que chaque mois de mi-février, n'est-ce pas, c'est l'anniversaire d'un certain Michael Jordan. Donc l'anniversaire de Michael Jordan à Charlotte pour le All-Star Game. Si tu arrives à rentrer, Max, c'est bien. Tu seras bien. Ouais, j'ai pas trop misé dessus, je vous avoue. Mais je pense qu'il y aura un peu moins un plan B, L'an dernier à Los Angeles, il y avait énormément de joueurs qui n'étaient pas All-Star qui avaient fait le déplacement. Il y avait eu plein de soirées juste avant, le jeudi, le vendredi. Je pense qu'il y aura ce sera moins le cas cette fois de joueurs non All-Star qui feront le déplacement à Charlotte. Bon, Max, ce sera ta mission quand tu seras à Charlotte pour le All-Star Weekend du 15 au 17 février. Participer à un maximum de soirées, ramener un maximum d'infos et puis nous couvrir comme d'habitude le match. On lira ça dans les colonnes du journal de l'équipe et sur le site. Max, il va être temps de te libérer. Je crois que tu as une course de voiture passionnante à Daytona Beach qui t'attend. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut. Salut Max. Salut. Yann, Arnaud, merci. Bye bye.